Fanny Gallo, bonjour, vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Est et membre du CREC. Vous êtes auteure de l'ouvrage En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société aux éditions de la Découverte. Pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser spécifiquement aux ouvrières et à la manière dont elles se sont appropriées le combat social ? Alors au départ, j'ai choisi de m'intéresser aux ouvrières parce que dans la symbolique ouvrière en général, le représentant de la classe ouvrière, c'est souvent un homme. Et bien souvent, il est assez peu question des femmes. En tout cas, elles sont moins présentes au niveau médiatique, alors qu'elles elles luttent au quotidien, lors de grève. Et donc il m'a semblé important en fait, de revenir sur leur quotidien, leur vie de travail à elles, pour justement aussi montrer que il n'y avait pas une norme du masculin et une spécificité du féminin, mais qu'il y avait des combats d'hommes et de femmes, des gestes de travail, une organisation du travail qui était, qui comprenait justement des hommes et des femmes à des situations particulières. Et alors du coup, vous décrivez notamment le cas des ouvrières travaillant au sein des usines Chantel et Moulinex. Et ce que vous montrez, c'est que ce n'est pas seulement une lutte pour le travail, mais c'est aussi un combat à mener sur le plan domestique, syndical, voire intime. Effectivement, oui. Alors je vais reprendre peut-être deux points par rapport à ce que vous dites, sur la question domestique en particulier. Donc l'heure des grèves, donc c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu connu, mais l'heure des grèves, il y a toujours la question des maris qui se pose, et d'ailleurs qui est envisagée de cette manière-là, les maris, comment on fait avec les maris, comment on s'organise par rapport aux maris, en particulier lorsqu'on occupe la nuit et qu'on doit justement assumer encore la double journée de travail. Donc cette question est discutée, et quelquefois les maris, quelquefois même s'ils sont militants, sont pas forcément ravis de voir des ouvrières occuper la nuit, ne pas rentrer chez elles, ne pas s'occuper de leurs enfants, ne pas s'occuper d'eux. Effectivement, il y a ces questions qui se jouent au niveau domestique. Et donc c'est un exemple, parce qu'il y en a plein d'autres. Et au niveau syndical aussi, d'autres questions se jouent. En particulier, là, je pense comme exemple très concret, la question de la prise de parole. Donc les ouvrières en particulier syndicalistes, reviennent sur leurs difficultés au début, dans les années 70, pour prendre la parole en fait dans les réunions. L'impression qu'elles avaient justement d'être en décalage, d'avoir du mal à utiliser le jargon, un certain vocabulaire, une certaine manière de se positionner. Et du coup, elles reviennent souvent sur justement comment elles ont surmonté ces difficultés-là voilà. Et comment ça pouvait aussi les peser sur elles. Donc se pose aussi la question de savoir si l'engagement militant de ces ouvrières va conduire à un engagement féministe par ailleurs. Oui, alors ce qu'il faut à mon avis souligner, c'est qu'il y a une forme de continuum en fait entre le féminin et le féminisme, puisque un certain nombre de revendications peuvent être considérées comme féministes, mais ne sont pas forcément entendues par les ouvrières comme étant des revendications féministes. Je pense notamment à des revendications, des congés pour enfants malades, ce genre de choses, en interne de l'entreprise, la mise en question de la double journée de travail, des choses qui apparaissent dès les années 70. Mais en même temps, quand on demande aux ouvrières si, dans les années 70, et en particulier lorsqu'elles sont syndicalistes, si elles se disaient féministes, et on l'observe aussi dans les sources écrites, bien souvent elles disent que non, puisque pour elles, en fait, le féminisme, c'est quelque chose d'excluant, qui se fait contre les hommes, et du coup, elles n'ont pas du tout envie, en fait, d'être associées à ça, et elles sont bien plus dans l'idée elles se disent justement qu'en rejetant le féminisme, elles vont mieux adhérer justement au syndicalisme, et elles seront mieux acceptées par leurs homologues masculins. Cela dit, bien sûr, il y a des évolutions, puisque moi, les entretiens que j'ai réalisés, c'était en 2010-2011, et donc bien souvent, les ouvrières me demandaient ce que moi j'entendais par féminisme, en fait. Puisque aujourd'hui, en 2010-2011, on n'est plus dans les années 70, et les organisations syndicales se disent féministes, elle se demande ce qu'il y a en fait derrière ce mot, et sans pour autant forcément dire oui, je suis féministe aujourd'hui et je ne l'étais pas avant.
c'est contradictoire. Alors bien sûr, des ouvrières se disaient déjà féministes dans les années 70, puis d'autres se sont dit féministes aussi progressivement en fait. Et voilà, c'est juste pour resituer un peu le contexte. Vous suggérez aussi à un certain moment le fait qu'il y aurait un genre de la grève, c'est-à-dire une manière de se mobiliser au féminin avec des registres qui vont faire appel à des choses qu'on pourrait considérer comme féminines, donc l'émotion, la maternité et même le lien supposé entre les produits que les ouvrières fabriquent, qui sont la lingerie chez Chantel et les produits ménagers chez Molinex, et la défense de la femme salariée. Donc est-ce que de votre point de vue, c'est pas un piège de l'action au féminin? Est-ce que c'est pas du coup rejouer sur des registres qui seraient supposément féminins? Alors, je crois que, en réalité, fondamentalement, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est que sur cette question du genre de la grève, je pense que d'un certain point de vue, ça leur permet d'acquérir une popularité plus importante. Par exemple, je vais reprendre une expression de Delphine Audier, c'est que quand il y a une grève de femmes, et c'était encore valable en 2012 avec les Lejabi, on dit « Oh, c'est une grève de femmes, genre les femmes ne font jamais grève, etc. » Et c'est l'expression de Delphine Audier, c'est le déni d'antériorité. En fait, on n'a jamais connu de grève de femmes auparavant, et donc c'est absolument extraordinaire. Alors bien sûr, c'est totalement faux, et à chaque grève de femmes, chaque année, on ressent la même chose. Et donc, voilà, on les enferme dans une manière d'envisager les choses, mais en même temps, ça leur permet d'acquérir une forme de popularité, puisque dans la mesure où c'est une grève de femmes, et que c'est rare les grèves de femmes, les gens se disent il faut vraiment les soutenir, puisque vraiment, pour qu'elles se mettent en grève, c'est que vraiment, il y a quelque chose d'important qui se joue. Et je crois que c'est comme le terme les filles de Chantel, les filles de Lejabi, il y a aussi les filles de Marie-Flo, les filles de Furnon, enfin en fait effectivement, à première vue, c'est paternaliste. On peut considérer que c'est paternaliste, surtout qu'on parle des filles de Chantel alors qu'elles ont une cinquantaine d'années. Et en même temps, c'est pareil, c'est aussi une manière de gagner en popularité, de la même manière que on va trouver des titres comme Les ouvrières passent à la moulinette ou Les dessous des Chantel ou des jeux de mots en fait autour de Chantel. Et je pense que ça leur permet de gagner en popularité. Et cela dit, elles sont quand même pas dupes de ça, et quelquefois ça les énerve profondément qu'on aille toujours justement chercher cette spécificité, cette originalité. Et elles avaient par exemple, celle de Chantal, été déçues d'un documentaire qui avait été réalisé à leur sujet et dans lequel il était question d'elles en tant que femmes, alors même qu'elles voulaient justement exister comme leurs homologues masculins, sans qu'à aucun moment on les renvoie, comme elles le ressentent, au fait que ce sont des femmes. Elles veulent être considérées comme sujet social, sujet mobilisé et pas comme essentialisé comme une femme en fait. C'est ça que vous expliquez. Oui et non, parce que je pense que oui, elles veulent pas être considérées comme des femmes, mais en même temps, elles disent, elles voient bien aussi à quel point ça leur permet de gagner en popularité et à quel point ça leur ouvre aussi des portes. Je pense que c'est une réponse nuancée en fait à cette question. Alors tout au long de votre ouvrage, vous revenez sur la mobilisation plus ou moins forte de deux syndicats, la CGT et la CFDT, sur la question de l'égalité homme-femme à partir des années 60. La CFDT, c'est ce qu'on comprend dans votre livre, a manifestement eu un engagement en faveur des femmes nettement plus affirmé que celui de la CGT. Comment cela s'est-il traduit dans les luttes sur le terrain ? Oui, alors je crois qu'en fait, effectivement, il y a... dans les textes et dans les archives, en particulier par exemple quand la CGT et la CFDT se rencontrent en vue d'un accord sur les femmes salariées en 1974, on lit justement les désaccords qui peuvent les animer, notamment sur la question du droit à l'avortement et la contraception. Pas tant que la CGT était contre, mais qu'elle pensait que c'était elle pensait que c'était un combat d'avant-garde, qui n'était pas un combat de masse, etc. Et alors que la CFDT et avec des contradictions, permis à Jeannette Lahotte à titre personnel, participer au lancement du MLAC. Donc ça montre qu'il y a quand même des contradictions et que c'est pas non plus forcément évident pour la CFDT. Après, au niveau local,
c'est pareil, il y a des appropriations diversifiées. Et je pense notamment au cas de Georgette Vacher, qui était une ouvrière qui a travaillé chez Calor dans les années 60. Donc là, du coup, je ne parle plus de Moulinex et de Chantal, mais plutôt de Lyon, en fait. Et qui, du coup, elle avait, avec d'autres, lancé une commission féminine au sein de la CGT, animant cette commission féminine, justement se posant aussi un certain nombre de nouvelles questions, posant aussi ces questions que j'évoquais tout à l'heure sur la question des femmes dans l'organisation, des hommes dans l'organisation. Elle a d'ailleurs laissé des écrits donc elle s'est véritablement investie sur ces questions. Alors même que, par exemple, des militantes de la CFDT localement, ailleurs, vont dire qu'elles n'allaient pas dans les commissions féminines parce qu'elles trouvaient justement que c'était trop féministe et que ça ne les intéressait pas forcément. Donc je pense qu'effectivement, on voit qu'au niveau national, il y a eu un certain nombre de débats au niveau de ces deux confédérations. Depuis 1995, il y a globalement, la CGT a depuis pris en compte un certain nombre d'éléments, va récuser maintenant, en 99, le terme de spécificité justement, va proposer aussi des quotas en interne, etc. Voilà, à la fin des années 90, il y a, à mon avis, sur ces questions, je connais peut-être un petit peu moins cette période que les années 70, mais enfin voilà, un accord peut-être plus important. Mais effectivement, dans les années 70, il y a eu un certain nombre de débats.